Bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Marine Denis, je suis maître de conférence à Sciences Po Paris et je travaille dans le domaine universitaire et je réalise en ce moment ce qu'on appelle un doctorat, c'est-à-dire que je fais un travail de recherche sur la question des réfugiés climatiques. Donc, je vais vous parler aujourd'hui essentiellement des enjeux qui sont liés à cette question des nouveaux mouvements de population liés au réchauffement climatique, comment est-ce qu'on les interprète et comment est-ce qu'on peut protéger ces personnes-là. Donc rapidement, un petit point de redite, même si j'imagine que vous avez tous déjà étudié cette question-là sur le réchauffement climatique. Donc quels sont les phénomènes météorologiques et les phénomènes physiques que ça occasionne. Donc une petite définition ici. Donc l'atmosphère échange en permanence des gaz à effet de serre avec les trois autres composantes du système Terre, donc les sols, les océans et la biosphère. Ces interactions opèrent sur les échelles de temps très variées à travers des processus comme la croissance des végétaux, la sédimentation, le volcanisme, la pluie, des échanges gazeux à la surface des océans. Donc le réchauffement climatique est une réaction évidemment liée à notre ère industrielle. Donc pour ceux qui ont travaillé un petit peu sur la période de la révolution industrielle au 19e siècle, donc à partir du moment où les hommes se sont dotés des premières machines polluantes, enfin en tout cas des machines à moteur qui dégageaient du CO2, on a observé une hausse du niveau de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, évidemment avec les premières mines, donc la consommation du charbon, la sidérurgie, la métallurgie, et puis évidemment la découverte du pétrole et donc l'usage du pétrole pour faire tourner différents moteurs, donc bateaux, et puis évidemment transport routier. Donc c'est cette réaction en fait qui provoque le réchauffement climatique vient en grande partie de notre mode de vie. Donc on dit que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, c'est-à-dire qu'il est directement lié à l'activité industrielle des hommes sur la Terre et à notre activité économique. Donc, en soi, la réaction de rejeter du CO2 dans l'atmosphère est une réaction évidemment extrêmement normale. Le souci, c'est lorsque cette concentration de CO2 est trop importante et qu'elle sature, en fait, qu'elle vient perturber les cycles d'air ambiant. Et donc, elle vient créer ces gaz à effet de serre qui provoquent eux-mêmes un certain nombre de réactions, comme la hausse des températures, par exemple, ou l'acidification des océans. C'est un autre exemple. Et donc ici, c'est pour ça que je vous ai mis un petit schéma pour rapidement rappeler un petit peu quelles sont les interactions entre ces différents éléments de notre environnement. Donc pourquoi la Terre se réchauffe? Je l'ai expliqué juste avant. Alors quelles sont les conséquences directes sur nos écosystèmes? Donc les conséquences du réchauffement climatique se posent évidemment sur les pôles, et donc on observe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années une fonte de la calotte polaire et donc une fonte en fait de la banquise des pôles, donc ce qui entraîne évidemment un risque pour la faune et la flore qui vivent sur ces deux espaces, donc en Arctique et en Antarctique, mais ça pose aussi évidemment beaucoup de problèmes. Excusez-moi. Ça pose évidemment beaucoup de problèmes puisqu'on s'aperçoit que cette fonte des glaces en fait entraîne une hausse du niveau des océans. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, ça libère aussi ce qu'on appelle du méthane. C'est-à-dire que des zones qui étaient anciennement recouvertes par la banquise, par la glace, donc ces zones-là en fait fondent et donc se libèrent en dessous des poches de gaz, notamment le méthane qui est un gaz extrêmement toxique et qui vont en fait libérer dans l'atmosphère, ce qui accroît encore plus le réchauffement climatique et la production de gaz à effet de serre. L'autre conséquence du réchauffement climatique, c'est l'acidification des océans. Il y a un certain nombre de réactions chimiques qui se produisent avec le réchauffement de la température des océans, qui non seulement perturbent le cycle des espèces de poissons. Donc, par exemple, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de zones de bancs de poissons qui se reproduisaient originellement en Europe du Nord, qui se retrouvent à remonter toujours plus vers le nord, vers le pôle, vers le Groenland en fait, vers le pôle Nord. Donc ça a un impact sur la migration des poissons, sur les zones de reproduction de ces poissons-là. Donc ça a un impact, dans un second temps, évidemment, sur nous, notre pêche.
L'autre zone évidemment qui est très concernée, c'est les forêts tropicales. On a également une hausse des zones de désertification, c'est-à-dire que les zones de désert s'accroissent parce qu'on a une végétation aussi qui sèche, qui meurt, qui n'a plus suffisamment, qui ne reçoit plus suffisamment d'eau à des périodes régulières pour pouvoir pousser de façon pérenne. Et donc, on a des zones de forêt ou de savane qui meurent. Et donc, on a des zones de désert, notamment dans la bande Afrique, la zone sahélienne en Afrique subsaharienne. On observe un désert qui s'étend et qui grignote de plus en plus des zones qui étaient auparavant fertiles. Donc ça a aussi un impact sur l'espèce humaine, puisqu'on s'aperçoit qu'en fait, des zones qui étaient anciennement des points d'oasis pour les animaux ou des zones où il y avait des possibilités d'agriculture, ces zones tendent à disparaître ou en tout cas s'amoindrir. Et donc, ça a évidemment également un impact sur les villes, puisque toute cette concentration de gaz à effet de serre dans des zones urbaines accroît la pollution et donc accroît aussi les problèmes médicaux liés à cette saturation de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, pour les lycéens, lycéennes qui nous écoutent aujourd'hui et qui vivent dans des centres urbains, il n'est pas rare de voir de plus en plus de pics de pollution dans les grosses villes. Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces périodes pendant lesquelles on déconseille de sortir, on déconseille de faire une activité sportive à l'extérieur parce que justement la concentration de pollution est trop importante dans l'air et donc il y a trop de risques. Voilà, donc ça c'est un petit topo introductif de rappel sur les conséquences et les origines du réchauffement climatique. Donc on a dit les risques, hausse du niveau des océans, tempêtes, inondations, sécheresse. Et donc parmi les conséquences, on a notamment la migration et le déplacement forcé pour certaines catégories de population. Donc, je le disais tout à l'heure, cette migration et ces déplacements, ils vont être liés à cette dégradation en fait, de l'environnement. Et cette dégradation de l'environnement, elle est accélérée et elle empire avec les effets du réchauffement climatique. Donc, des territoires qui ont toujours été soumis à des cyclones, à des moussons, à des inondations, vont se retrouver encore plus vulnérables depuis ces 50 dernières années parce qu'on a justement ce climat qui se dérègle, qu'on a une hausse des températures, qu'on a un dérèglement climatique. Et donc les événements climatiques qui arrivaient de façon régulière, de façon en tout cas prévisible, vont être maintenant complètement bouleversés. Donc on va voir par exemple en Asie du Sud des périodes de mousson qui arrivent plus tôt ou plus tard dans l'année, avec des pluies plus ou moins fortes. Et donc tout ça vient aussi déséquilibrer en fait l'environnement humain. Donc on arrive au cœur du sujet maintenant sur la question des réfugiés climatiques. Donc ces dérèglements du climat, ce réchauffement climatique impacte, je l'ai dit juste avant, l'écosystème de l'homme. Et donc pousse parfois aussi les hommes à devoir se déplacer, à devoir migrer d'un territoire à un autre. Bon, le terme de réfugié climatique, il renvoie à cette question. Donc, voilà, le réfugié, c'est en droit international public une personne qui quitte son territoire, son pays, pour aller dans un autre État, généralement dans un autre État, dans un autre pays, parce qu'il fuit une persécution d'origine humaine, donc il fuit une guerre, il fuit un conflit, il fuit un génocide, il fuit une persécution liée à sa religion, par exemple, ou liée à son orientation sexuelle. Donc on parle beaucoup en ce moment, par exemple, des réfugiés syriens, c'est-à-dire les ressortissants de la Syrie qui ont été obligés de se déplacer, de fuir la Syrie pour aller en Jordanie, au Liban, en Europe, parce que justement, ils fuient cette guerre, ils fuient des persécutions. Dans le cas des réfugiés climatiques, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, puisqu'on ne reconnaît pas aujourd'hui en droit international le climat comme un élément qui justifierait qu'on accorde une protection aux personnes réfugiées climatiques. Donc, je m'explique un petit peu. Le fait de reconnaître quelqu'un comme un réfugié politique, par exemple, c'est lié à un texte qui a été signé en 1951 qui s'appelle la Convention de Genève. La Convention de Genève, ça a été signé par un certain nombre d'États qui ont reconnu des droits aux personnes qui fuient les guerres en disant « Très bien, j'ai une personne
qui fuit un conflit dans son pays, j'accepte de l'accueillir dans mon pays et je lui donne une protection juridique. Donc, je lui garantis la sécurité dans mon pays parce qu'elle fuit la guerre. La Convention de Genève, elle reconnaissait un certain nombre de critères pour obtenir une protection juridique. Donc, quelqu'un qui fuit un conflit, quelqu'un qui fuit un génocide, quelqu'un qui fuit une persécution humaine. Dans le cadre du réchauffement climatique, c'est très compliqué de dire oui, mais c'est le climat qui est responsable de la fuite, qui est responsable de la migration forcée. Donc objectivement, aujourd'hui, une personne qui vit au Bangladesh, qui est concernée chaque année par des moussons, par des cyclones, dont la maison est inondée, elle ne peut pas venir dans un autre État en disant je demande la protection juridique dans votre pays parce que je fuis le réchauffement climatique. Ça n'existe pas, ce n'est pas reconnu par la Convention de Genève en droit international public. Donc on s'aperçoit qu'il va y avoir un enjeu majeur de crise humanitaire et de crise sanitaire énorme si on n'arrive pas à réguler les effets du réchauffement climatique et si on n'arrive pas aussi à anticiper et prévoir ces mouvements de population. Donc, on a ces personnes qui vont avoir la possibilité de se déplacer d'une ville à une autre. Exemple, en France aujourd'hui, si on vit sur la pointe de la Bretagne, dans le Finistère Nord, où le niveau de la mer va augmenter, où risque de grignoter le littoral, on aura toujours cette possibilité de revenir un peu plus loin sur le continent. Donc, au lieu de vivre en bord de mer, les gens pourront construire leur maison un peu plus dans l'arrière-pays. Sauf que lorsqu'on est dans une situation où on est un ressortissant d'un territoire insulaire, c'est-à-dire qu'on vit sur une île, se pose la question, lorsque l'île est submergée, où est-ce qu'on va? Et donc, on fait face à un risque d'apatridie très fort. L'apatridie, c'est le fait d'être sans terre. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'État, on n'est plus rattaché à un État. Aujourd'hui, chaque personne dans le monde est rattachée à un État. On a une nationalité. Voilà, moi je suis une nationalité française. On peut avoir parfois une double nationalité. On est né dans un pays, on a vécu dans un autre, on a demandé la nationalité dans un autre, mais on a tous une citoyenneté, on est tous reconnus par un État comme étant un ressortissant. Or, si imaginons, je suis une citoyenne des îles Fidji, mon île est submergée, je suis toujours ressortissant des Fidji, mais je n'ai plus d'État, donc je n'ai plus de territoire. À qui est-ce que je m'adresse? Et donc ça pose aussi cette question de l'apatridie qui est un vrai danger. Donc voilà, je vous ai recensé ici une petite carte des différents bouleversements liés au réchauffement climatique. Donc sécheresse, essentiellement en Asie du Sud, en Afrique et en Amérique du Sud. Donc la montée des eaux, donc essentiellement évidemment sur les littoraux et beaucoup pour les territoires insulaires, donc en Asie du Sud. Les îles menacées, voilà, ils sont mentionnés ici, donc beaucoup essentiellement en fait dans le Pacifique et dans l'océan Indien, et donc fonte des glaces, séismes, typhons, inondations, etc. Donc ça, c'est tous ces phénomènes qui peuvent être des facteurs de déplacement de population. Voilà, donc une autre carte un peu plus précise. Donc là, vous voyez les noms de quelques îles qui sont particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. Donc on a les îles Marshall, les Kiribati, les Fidji. Donc les questions, enfin voilà, les zones aussi de dense, enfin les zones où la population côtière est très dense. Donc c'est le cas beaucoup en Asie du Sud aussi. C'est le cas aussi en Amérique du Nord, donc on a une forte concentration de personnes sur ces zones géographiques. Et donc je voulais vous parler aujourd'hui un peu plus précisément du cas du Bangladesh. Donc le Bangladesh est un État qui se situe ici, donc entre l'Inde et la Birmanie. Donc c'est un tout petit État qui est environ 4 ou 5 fois plus petit que le territoire français, mais avec une concentration de population qui est presque 4 fois supérieure. Donc on a aujourd'hui au Bangladesh 160 millions de personnes. Et le Bangladesh est un État qui est soumis à deux fortes pressions climatiques très importantes. À la fois la fonte des glaces, donc le Bangladesh a donc la chaîne de l'Himalaya passe au-dessus, en fait, enfin, au Népal, donc un petit peu plus haut. Et donc il y a des écoulements de la fonte des glaces qui font qu'on a des flux d'eau beaucoup plus rapides et beaucoup plus denses que d'habitude. Donc ils passent notamment
qui arrive au niveau du nord du Bangladesh, donc par des rivières, notamment le Brahmaputra, qui se situe ici, ici. Et on a en même temps une hausse du niveau des océans par le sud, ce qui fait qu'on a des territoires insulaires. Ici, on voit ces petits morceaux de terre, c'est ce qu'on appelle des chars. Et les chars sont directement impactés et très vulnérables à cette hausse du niveau de la mer. Donc en fait, le territoire est compressé entre la fonte des glaces au nord et la hausse du niveau des océans au sud. Et donc on a à la fois des gens qui sont obligés de quitter leurs habitats près des rivières dans le nord et ceux qui sont obligés de quitter ces îles dans le sud. Et donc ça, le Bangladesh est vraiment soumis à, de très fortes, subit directement de plein fouet les effets du réchauffement climatique. Et donc, dernière chose, le Bangladesh est aussi un pays qui historiquement a toujours été très vulnérable à l'eau, puisque c'est un territoire qui se situe à moins de 12 mètres du niveau de la mer, et 10% du territoire est situé en dessous du niveau de la mer. Donc, le Bangladesh est un des États les plus concernés par les effets du réchauffement climatique, et on attend de 50 à 60 millions de personnes qui vont être obligées de se déplacer ou bien au sein du territoire, ou bien du Bangladesh vers d'autres pays, d'ici à 2050. Donc 50 à 60 millions de personnes, ça représente presque un tiers en fait de la population. Donc c'est énorme comme chiffre. Alors, il ne faut pas non plus considérer que le réchauffement climatique impacte seulement les États qui sont loin de nous et loin des frontières européennes. En France et en Europe, de façon générale, on est de plus en plus concernés aussi par le dérèglement climatique. Donc, on a des périodes de sécheresse et de canicule de plus en plus intenses chaque été. Vous en avez peut-être entendu parler cet été notamment. On a aussi des risques d'inondations plus fréquentes et plus denses. Et en France notamment, on est directement impacté par la hausse du niveau des océans, donc que ce soit en Bretagne, en Vendée, dans le sud-ouest, puisqu'on a donc la mer en fait qui commence à grignoter certains territoires, comme la Camargue, comme l'Aquitaine. Et donc ça va. Alors j'en ai pas forcément parlé, mais on a aussi en France les territoires d'outre-mer, notamment dans les Antilles, donc la Guadeloupe, la Martinique, qui sont des îles et qui vont être aussi directement impactées par la hausse des océans. Donc la France est véritablement, sur le continent, en métropole et dans ces territoires d'outre-mer, une zone à risque. Alors, quelles solutions et quelles stratégies d'adaptation? Donc en France, dans le monde international de la diplomatie sur le climat et sur le réchauffement climatique, on parle très souvent des stratégies d'adaptation, c'est-à-dire de la nécessité pour les États de s'adapter à ces dérèglements climatiques. Et donc, on a un certain nombre de mesures pour s'adapter. Par exemple, construire des digues, construire des barrages, pour réguler le niveau de l'eau ou empêcher le niveau de la mer, en fait, de déborder sur le continent, construire des abris anti-inondation, diversifier les types d'agriculture, et puis évidemment, cette question aussi de l'accueil des personnes déplacées après des catastrophes naturelles. Donc là, c'est aussi une question de coopération entre États, et ça nécessite aussi que les États mettent en place des politiques d'accueil pour ces personnes. Alors peut-être pour terminer, vous avez sans doute déjà entendu parler de la COP21, elle s'est tenue en 2015 à Paris. Donc la COP21, c'est un accord diplomatique sur le climat entre quasiment tous les États membres des Nations Unies. Ça ne veut pas dire que tous les États respectent ou mettent en place cet accord, mais en tout cas, beaucoup d'entre eux participaient aux négociations. Donc, l'accord sur le climat, c'est un accord pour avant tout réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, réduire l'activité industrielle polluante dans chaque pays pour faire en sorte que les gaz à effet de serre diminuent dans l'atmosphère. Le but aussi de l'accord de Paris, c'était de financer et d'aider les pays les plus vulnérables au changement climatique. Il y a vraiment dans la COP cette historique de dire que tous les États ne sont pas à égalité face au réchauffement climatique. Le fait d'être un État comme le Bangladesh, les enjeux et les dangers sont beaucoup plus importants que si on est un État comme le Canada ou comme les États-Unis.
Donc le but, c'était aussi de faire jouer cette coopération et cette solidarité internationale pour aider les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Et donc aider aussi et diminuer les risques de déplacement et de migration forcée. Et donc je m'arrête là.